Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le samedi 2 juillet. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Le renouveau charismatique, on en parle. Il tient actuellement en Guadeloupe son congrès, le 7e du genre. Cela se passe au Gosier. L'occasion pour nous de nous interroger sur ce courant spirituel apparu dans les églises dites traditionnelles en 1960, vu parfois comme un mouvement sectaire ou intégriste. C'est en réalité l'une des nombreuses mouvances du christianisme qui fait du sacrement du baptême l'élément fondamental de la rencontre avec Dieu. En Guadeloupe, ces adeptes sont plutôt nombreux, comme nous l'explique Muriel Barlagne. Pour commencer ce 7e congrès du renouveau charismatique catholique de Guadeloupe, une messe a été célébrée. Un moment festif, entre chants et prières, pour introduire 2 journées consacrées à l'évangélisation. C'est le propos de ce mouvement de spiritualité créé aux États-Unis en 1967 et arrivé en Guadeloupe il y a 40 ans, renouveler l'Esprit Saint reçu à l'occasion du baptême. C'est un renouvellement de cet esprit que nous avons reçu au baptême et à la confirmation. C'est nous remettre dans le bain parce que bien souvent nous avons reçu l'esprit au baptême, mais nous avons enfoui cet esprit au fond de nous et l'esprit ne travaille plus. Et nous sommes des chrétiens, si je peux m'exprimer ainsi, des chrétiens rabougris. Nous ne donnons pas toute la mesure de notre identité chrétienne. Et l'effusion de l'Esprit Saint, ce séminaire à l'effusion de l'Esprit Saint est là pour pouvoir nous ramener dans l'église, nous rappeler notre baptême, notre confirmation et ce oui que nous avons dit, surtout à la confirmation, et nous mettre en service dans notre église. Difficile de chiffrer le nombre de personnes adhérant à cette mouvance. Il existe 25 groupes en Guadeloupe, dirigés par ceux que l'on appelle des bergers. Ce sont en général des laïcs. Organisé chaque année, le congrès permet de faire un bilan. Des intervenants comme Isabelle Aubenas-Plia viennent animer cette grande fête religieuse. Le thème de l'année, miséricorde divine et exigence de sainteté. Isabelle Aubenas-Plia est venue plus particulièrement parler de la conversion et la sainteté par la grâce et le canal du Saint-Esprit. Quand nous avons reçu le baptême, nous sommes devenus chrétiens. C'est extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a déposé dans nos cœurs des dons par son Saint-Esprit. Et grâce à ces dons-là, nous pouvons courir tout droit vers la sainteté. Ça nécessite un combat de chaque jour. Ça nécessite une vigilance. Ça nécessite une décision. Et voilà ce que je veux venir dire à mes frères et sœurs. Mais le combat, Jésus l'a déjà remporté pour nous. La victoire, il l'a déjà remportée à la croix. C'est pour ça que j'allais presque dire que ce combat est facile, mais il faut qu'on le sache. Il est facile à condition que nous sachions que nous devions laisser Jésus remporter la victoire dans nos vies. Pendant 2 jours, les chrétiens de l'Église catholique rassemblés au Palais des Sports du Gosier, guidés par des laïcs mais aussi des prêtres, renouvelleront ainsi leur foi. Tout à fait autre chose. Hier, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat a présenté les principales tendances de la consommation et de la production d'énergie en Guadeloupe. La consommation a augmenté d'un peu plus de 2%, c'est pas bon signe. Et puis nous continuons surtout à dépendre à plus de 80% de l'importation du pétrole. Les précisions de Cécile Allègre. La vague de chaleur qu'a connue la Guadeloupe en 2015 a entraîné une hausse de 2,1% des consommations d'énergie. Cette augmentation est aussi liée à la diminution du prix des carburants qui a encouragé la population à rouler plus. Les transports sont aujourd'hui au cœur des débats puisqu'ils restent encore peu portés sur les économies d'énergie. Aujourd'hui, le transport représente la plus grande partie de nos consommations d'énergie et il s'agit maintenant donc de structurer un projet qui permette d'amorcer cette transition énergétique aussi dans le secteur des transports. La Guadeloupe, comme d'autres territoires d'outre-mer, est à la pointe de l'innovation en matière d'énergie renouvelable. Les recherches sont axées aussi bien sur l'énergie éolienne que l'énergie solaire. Il faut savoir que sur nos territoires, toutes ces nouvelles centrales d'énergie éolienne ou photovoltaïque, les grosses centrales sont associées à des dispositifs de stockage. Nous sommes vraiment à l'avant-garde avec d'autres territoires européens sur ces questions de stockage d'énergie. On peut citer aussi des avancées majeures sur l'amélioration de l'intégration des éoliennes dans le paysage. Pour 2013, l'archipel s'est fixé un grand défi, celui de l'autonomie énergétique. Pour cela, il faudra que les énergies fossiles soient remplacées à 100% par des énergies renouvelables. La Guadeloupe a beaucoup de
a beaucoup d'atouts par rapport à cela, en particulier une richesse au niveau des énergies renouvelables qui est remarquable. Tout ce panel de sources d'énergie est là devant nous, et donc il faut utiliser ces ressources pour produire l'énergie. Il faut aussi réduire les consommations. La Guadeloupe part de loin puisqu'elle produit aujourd'hui 82% de son électricité à partir d'énergies fossiles. Mais les acteurs sont mobilisés pour développer des technologies de plus en plus accessibles et surtout sensibiliser les habitants. Il faudra donc une réelle prise de conscience de la population pour que l'objectif d'autonomie énergétique puisse être atteint en 2030. Ancien président de la commission énergie du conseil régional, Harry Durimel, leader de Caraïbes Écologie Les Verts, était hier l'invité de notre édition. Il a bien sûr commenté ces chiffres, mais s'est surtout exprimé sur le conflit qui l'oppose aujourd'hui au fameux collectif de défense de géothermie bouillante, un collectif qui, je vous le rappelle, s'oppose au rachat de l'entreprise qui gère actuellement l'usine de bouillante par le groupe américain Ormat, leader mondial de la géothermie. Pour Harry Durimel, la démarche du collectif est vaine et surtout démagogique. Je sais que nous n'avons pas l'argent ni la technologie pour développer de la géothermie. J'ai visité le Costa Rica, j'ai visité des pays qui produisent déjà à 50% leur énergie avec la géothermie. Et tous ces pays ont recours à Ormat et à d'autres multinationales. Ormat est le leader. La Dominique a encore plus d'énergie géothermique que nous. Et ils ont sollicité EDF. Ils ont sollicité. Et les Dominicains disaient pareil, nous ne voulons pas des Français chez nous. Eh bien, les Français se sont cassés et les Dominicains, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Donc, aujourd'hui, ils importent du pétrole du Venezuela et ils se prostituent pour avoir de l'aide internationale pour acheter du pétrole. On est en train de jouer avec une chance pour nous d'avoir 40 mégawatts, monsieur. 40 mégawatts d'énergie géothermique à l'horizon 2031 si nous avons un industriel qui vient investir son blé dans notre sous-sol que personne ne pourra emmener ni en Israël ni en Amérique. Ce n'est pas délocalisable. La première agence immobilière à vocation sociale de Guadeloupe a été inaugurée hier au Rézé, l'AIVS, un sigle dont on s'habituera sans doute à l'avenir. C'est une structure associative qui existe en France hexagonale. Elle est destinée à accompagner les ménages à faible revenu. Elle veille d'abord au respect des droits et devoirs des locataires et puis elle garantit aux bailleurs la bonne gestion des logements qui lui sont confiés et la sécurisation, c'est important, du risque locatif. La responsable de l'AIVS Guadeloupe, Stéphanie Jouot, répond à Éric Pommier. Cette création correspond bien à une demande. C'est vraiment un besoin très très important sur la Guadeloupe. L'AIVS existe dans beaucoup de communes en métropole, elle n'existait pas encore ici. Elle était dans les tuyaux déjà depuis un très long moment et il était grand temps que les choses justement évoluent et on est très très content aujourd'hui de lancer cette nouvelle action sur la Guadeloupe. L'AIVS c'est une agence immobilière à vocation sociale, donc pour le public qui est déjà suivi par des travailleurs sociaux, donc il devra être orienté par ces travailleurs sociaux et ensuite nous les recevrons au sein de l'AIVS pour voir quels sont leurs besoins en logement, faire un point détaillé de leur situation. Et après, on fera des dossiers d'inscription et on passera des dossiers en commission. Alors tout le public qui est en situation précaire, qui a des difficultés financières, des difficultés sociales, qui fait qu'il n'arrive pas à avoir accès au logement de droit privé. La seule chose vraiment, c'est qu'il faut que ce soit des ménages qui sont déjà en difficulté. Il ne s'agit pas de prendre un ménage parce qu'il n'a pas trouvé son bonheur, entre guillemets, dans une agence classique, donc il va venir chez nous. Non, il faut vraiment que les personnes aient besoin d'un accompagnement, puisqu'une fois qu'ils seront dans un logement, il y aura un accompagnement social et professionnel au sein de l'AIVS. Un hôtel 4 étoiles à Pointe-à-Pitre. Le projet a été présenté hier à l'hôtel de ville par ses promoteurs, un hôtel d'affaires et de loisirs qui sera implanté à côté du Memorial Act. C'est un projet qui s'inscrit dans un plan plein d'ambition pour la ville et l'agglomération Cap Excellence. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. C'est ici qu'un hôtel 4 étoiles sortira de terre. Dans le prolongement du Memorial Act, le Transatlantique Hotel surplombera la baie de Pointe-à-Pitre avec une clientèle d'affaires et de loisirs. Donc nous serons en charge maintenant de réaliser le projet puisqu'on a déposé le permis de construire
Et donc, on va attribuer des marchés de travaux avec l'aide de la maîtrise d'œuvre, donc Alain Nicolas l'architecte et tous les bureaux d'études techniques. Donc, nous allons mettre différentes entreprises en concurrence pour aboutir à démarrer les travaux le plus rapidement possible. Dès que le PC est purgé, on démarre et on livre, si possible, en 2018, le projet finalisé. Pour la ville de Pointe-à-Pitre, ce projet a pour ambition de renforcer l'attractivité et de dynamiser l'économie pointoise, notamment dans un quartier en pleine mutation. La ville de Pointe-à-Pitre, effectivement, a envisagé donc, de proposer donc, un concept autour donc, et avec le mémorial d'un côté, le projet hôtelier et également donc, le centre des arts qui pourrait servir effectivement donc, d'assemblée générale donc, pour les congrès. L'hôtel est également un outil de développement du mémorial, qui effectivement, on le conçoit maintenant que sa vie, on conçoit bien que le mémorial a besoin d'un outil qui accompagne effectivement les grands besoins, les grands développements, les grands événements qui vont se passer autour. On a évoqué également que l'emplacement d'hôtel est idéal pour l'arrivée de la route du Rhum. L'emplacement d'hôtel est également idéal donc, pour toutes les réunions d'affaires, tous les hommes d'affaires qui viennent aux Antilles et qui n'ont pas besoin de se trouver forcément donc, à côté d'une plage. Donc on est tout à fait dans un contexte tout à fait favorable. Et les études de marché qui ont été réalisées ont prouvé effectivement la pertinence effectivement, donc, de ce projet-là. Ce projet d'envergure s'inscrit dans le schéma régional de développement économique et touristique de notre archipel. Le Transatlantique Hotel sera géré par le groupe Melia Hôtel International qui compte déjà 350 hôtels répartis dans 35 pays. Et les clients de cet hôtel, les futurs clients de cet hôtel s'adonneront peut-être à l'une des activités prisées en cette période de vacances, la plongée sous-marine, pratiquée souvent par des personnes aguerries, mais parfois aussi par des néophytes. Ceux-là doivent savoir qu'il faut avant tout être équipé d'un bon masque de plongée. Certains de ces masques, selon les fabricants et surtout les vendeurs, offrent aujourd'hui des performances de plus en plus élevées. Cécile Allègre. Dans les magasins de sport, le nombre de masques a explosé. En plastique, en verre, grand ou petit, les possibilités sont de plus en plus nombreuses. Pour bien choisir, il faut d'abord savoir si l'on souhaite pratiquer la plongée sous-marine ou la plongée de surface. Pour du PMT, donc on va demander du silicone et du verre. Pour tout ce qui est masque, 100% plongée sous-marine ou peut-être chasse, donc un masque beaucoup plus petit, donc moins d'air, et toujours sur les mêmes matériaux. Silicone et verre. Quand on est sur du PMT, on reste à la surface. Quand on est en plongée sous-marine, on descend. Donc au niveau de la pression, moins de pression qui va favoriser justement la descente. Pour améliorer le confort lors des plongées, en palme, masque et tuba, un nouveau concept a été inventé. Il s'agit d'un masque intégral qui apporte un confort supérieur et surtout qui permet aux enfants de débuter sans appréhension. Un visuel beaucoup plus important, du confort et surtout jamais de buée. Donc l'enfant il va continuer à regarder les poissons sans jamais avoir de buée. Avec un masque standard, en entrée de gamme, on va quand même avoir de la buée. Et je pense que l'enfant va prendre beaucoup plus de plaisir avec. Grâce à la petite soupape que vous avez là, vous n'avez pas besoin d'extraire l'air, extraire l'eau. Vous continuez à respirer normalement quand vous sortez, quand vous rentrez de l'eau. Alors, si vous n'êtes pas équipé, il est peut-être temps d'investir pour profiter des magnifiques fonds marins que propose la Guadeloupe. Investir, c'est peut-être un grand mot. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe où l'on parle de la Colombie, d'Haïti ou encore du Venezuela, tous listés par les États-Unis comme étant des pays qui ne sont pas suffisamment engagés dans la lutte contre le trafic humain. Haïti, Venezuela et Belize ont été blacklistés par les États-Unis pour ne pas prendre les mesures suffisantes pour lutter contre la traite des êtres humains. La Colombie et le Chili sont les deux pays placés en tête de cette liste noire. Le président Barack Obama a maintenant 90 jours pour décider d'appliquer des sanctions contre ces pays, comme le gel des aides humanitaires et des relations commerciales ou le refus d'octroyer des prêts. Dans son édition 2016, le département d'État a décidé de supprimer Cuba de la liste noire, qui figurait dans cette catégorie depuis 2003. L'île castriste apparaît cependant dans une catégorie appelée Observation spéciale avec entre autres la Bolivie et le Costa Rica. Lors de la présentation de ce rapport, le secrétaire d'État John Kerry précise que la traite concerne l'esclavage moderne qui touche encore 20 millions de victimes dans le monde et génère une industrie illicite de 150 000 millions de dollars.
John Kerry informe qu'Haïti est placé dans la pire catégorie du rapport parce que son gouvernement ne fait pas d'efforts pour lutter contre la traite des êtres humains. La plupart des cas de trafic concernent des enfants asservis aux tâches de servitude domestique, souvent victimes de violences physiques. Ils ne sont pas payés pour leur travail et ne peuvent pas aller à l'école. Les États-Unis estiment qu'il est urgent d'agir. Les trafiquants reconnus coupables doivent être condamnés. Un plan sera financé pour lutter contre ce fléau. Une Trinidadienne est sortie indemne du triple attentat suicide à l'aéroport Atatürk à Istanbul en Turquie, dans lequel 44 personnes ont été tuées et plus de 230 blessées. Les médias locaux informent que Sherlyn Stewart, une employée de la Royal Caribbean, n'a pas eu une seule égratignure dans l'attaque terroriste. 3 hommes, originaires de Russie, d'Ouzbékistan et du Kirghizistan, ont fait exploser des gilets de suicide dans 3 sites différents à l'aéroport après avoir ouvert le feu. Sherlyn Stewart a fui quand elle a entendu les explosions, et même si elle a réussi à se mettre en sécurité, au moins 13 autres étrangers en provenance de Chine, de Jordanie, de Tunisie, d'Ouzbékistan, d'Iran et d'Ukraine ont été tués autour d'elle. Le ministre des Affaires étrangères de Trinidad a confirmé que sa jeune ressortissante était en route vers la Méditerranée, où elle devait rejoindre la compagnie de croisière pour laquelle elle travaille quand l'attentat a eu lieu. Aujourd'hui, Sherlyn Stewart est choquée par les scènes qu'elle a vécues, qu'elle décrit comme un immense chaos. Les autorités turques ont arrêté 22 personnes dans le cadre de l'attaque. Les ressortissants dominicains n'auront plus à demander de visa pour un voyage en transit en France métropolitaine. Mais les visas Schengen resteront obligatoires pour les séjours en France. Gustavo de Hostos, le président général d'Insel Air, demande que les Dominicains signent une pétition pour demander à la chancellerie dominicaine de supprimer totalement ce visa. Il rappelle que d'autres pays ayant les mêmes niveaux de pauvreté que la République dominicaine ont réussi à éliminer le visa Schengen, donc la République dominicaine doit également être éligible à cet assouplissement. C'était hier la journée internationale du reggae. Et oui, une date ainsi instaurée car l'on situe la naissance du reggae au 1er juillet 1968, le jour où le chanteur jamaïcain Toots a chanté son célèbre 12 reggae. S'il n'est plus très à la mode, en tout cas dans les radios, le reggae reste aujourd'hui une des musiques dans le patrimoine musical mondial, comme le jazz ou encore le rock. Anne-Elisabeth Artsen. Né à Kingston en Jamaïque, le reggae dépasse désormais les frontières de son île natale pour conquérir le reste du monde. Parmi ses ambassadeurs les plus célèbres, Bob Marley, qui a inspiré le chanteur Smiley. C'est vraiment déjà l'artiste qui a su, à mon avis, le mieux porter cette musique-là aux yeux du monde. Et donc c'est celui qui a su trouver les mots, qui a su trouver avec le one drop, avec le beat. Le seul beat qui arrive à chaque fois que la mesure elle tourne, à chaque fois on a ce beat là qui revient et par-dessus ce beat là il a su dire les mots qui finalement parlent au peuple du monde entier, quoi. C'est vraiment la musique qui me fait vibrer. Il y en a d'autres comme le Gros K ou comme d'autres, hein, mais le reggae c'est vraiment une musique qui me permet de m'exprimer, qui me permet de dire ce que j'ai au fond de moi. Dans les années 60, le reggae s'est imposé parallèlement aux différents mouvements de résistance contre l'impérialisme. Aujourd'hui encore, plus qu'une musique, le reggae est un véritable état d'esprit. En cette journée internationale du reggae, je peux dire que ce que représente vraiment cette musique pour moi, c'est une âme. C'est l'âme de la revendication, l'âme du partage aussi, l'âme de l'amour, l'âme du seul amour en fait, de l'amour de tout un chacun, de l'amour du bien-être aussi de tout un chacun. Et vraiment ce sont des thèmes qui se recoupent beaucoup avec le terme reggae music. Le 1er juillet marque donc l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale qui fait bouger des milliers d'adeptes dans le monde entier.
Un mot de sport pour refermer cette édition avec bien sûr le Tour cycliste de Marie-Galante. C'est aujourd'hui la 4e étape, une étape qui se court en 2 tronçons. Le premier a été disputé ce matin, une épreuve en ligne longue de 90 km 700. Elle a été remportée, cette épreuve, par un vieux briscard des routes de Guadeloupe, de Guyane et surtout de Martinique, puisqu'il s'agit du Martiniquais Michael Laurent de l'Union cycliste de Saint-Esprit, pardon. Il a devancé Cédric Locatin de l'Excelsior de Bémao, j'y arrive, un Cédric Locatin qui serait virtuellement maillot jaune avant le 2e tronçon de cet après-midi. Là, ce sera un contre-la-montre individuel long de 12 km 500 entre Grandbourg et Cap-Esther. Le temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi, eh bien, ça continue malheureusement, temps nuageux et pluvieux sur la majeure partie de notre territoire, en particulier sur les reliefs, comme vous le voyez sur cette carte. Les températures seront comprises en moyenne entre 28 et 30 degrés. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde. Pour l'actualité régionale, je vous donne rendez-vous à 19 h. Excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table.